Bonjour. Donc moi c'est Alexandra. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui et de pouvoir présenter les premières réflexions qui découlent de ma thèse en fait. Je suis un peu nerveuse, mais ça va bien aller. Donc qui s'intitule Le sens attribué à l'expérience de deuil périnatal des femmes de 18 à 35 ans en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Donc je vais faire une exploration des expériences, des enjeux et des ressources que ces femmes-là ont. Donc voilà, je vais passer les objectifs, le référentiel de compétences. Je vais aller tout de suite avec ma présentation. Donc, j'aimerais avant tout souligner que le deuil périnatal, c'est une expérience qui inspire souvent un grand malaise chez les gens. Et ça inclut souvent les intervenants qui travaillent auprès de ces femmes. La perte périnatale, c'est considéré comme une tragédie complexe et unique. C'est un impensable, c'est la perte d'un monde et d'un avenir souhaité. Et tout comme dans la recherche, dans l'imaginaire collectif, la perte périnatale, ça s'inscrit comme une déchirure face au futur espéré des femmes et des familles endeuillées. Je cite toujours Taylor Swift dans mes présentations. Donc, voici un exemple de l'imaginaire collectif qui entoure le deuil périnatal. Qu'est-ce que c'est, par contre? Donc, le deuil périnatal, c'est un terme parapluie qui va inclure, en fait, l'arrêt naturel de grossesse, qu'on appelle encore aussi fausse couche, mais pour lesquelles plusieurs personnes militent à ce qu'il y ait un changement, parce que c'est considéré un petit peu culpabilisant et, en fait, responsabilisant de la femme parce que c'est elle qui a fait une fausse couche. Donc, voilà, petite partie militante de travail social. Donc, ça inclut également la mort de naissance, la mort néonatale, l'interruption volontaire et médicale de grossesse et l'infertilité. Donc, en termes de deuil périnatal, ce qui arrive le plus souvent, ça va être l'arrêt naturel de grossesse, qui va être une grossesse sur 5. Donc voilà, c'est évidemment un tabou qui est peu abordé dans la société et qui va être abordé avec des gants blancs dans la recherche. Il y a plusieurs études qui vont explorer la réalité des femmes, mais surtout en contexte familial. Certaines qui parlent de plus en plus du vécu des pères en deuil périnatal, mais pas beaucoup et très, très, très peu qui parlent de la réalité des femmes qui sont en situation d'itinérance. En fait, au Canada, quand on en parle, ce sera à Toronto, où il y a vraiment davantage d'itinérance, donc une plus grande possibilité que ça se produise. Je vous conseille, par le fait même, si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus de façon très imagée, un excellent livre sur le sujet qui s'appelle Le deuil invisible. Voilà. L'itinérance des femmes, qu'est-ce que ça implique en fait? Donc, moi, dans ma thèse, je parle de femmes en situation d'itinérance ou à risque de l'être, FSIRE, parce qu'elles font face à des défis uniques comparés aux hommes en situation d'itinérance. Donc, il va y avoir évidemment le vécu de la violence qui va être plus grand, mais également de l'exploitation sexuelle et l'utilisation du travail du sexe comme stratégie de survie. Donc, échanger le travail du sexe contre un toit, de la nourriture ou de la sécurité, de la protection dans la rue. Donc, on parle de précarité résidentielle parce que l'itinérance des femmes est vraiment plus large que simplement habiter la rue. Ça peut aussi inclure habiter dans des hébergements temporaires, mais beaucoup de couchsurfing, puis des déménagements fréquents. Donc, on considère de la précarité résidentielle toute personne qui ne va pas garder la même adresse pendant au moins 1 an. Voilà. Et d'où m'est venu ce sujet? En fait, ça vient de mon double rôle de chercheur et d'intervenante. En fait, je suis intervenante dans une auberge du cœur où je travaille auprès des jeunes en situation d'itinérance. Et puis, c'est mon expérience d'intervention qui m'a amenée à me rendre compte, en fait, qu'on ne sait pas quoi faire. Je vais prendre une gorgée. Qu'on ne sait pas quoi faire avec les femmes qui vivent un deuil périnatal. On va essayer de les accompagner, les soutenir, les référer surtout, mais les référer où? Typiquement, on les réfère vers des groupes de soutien qui sont composés de femmes domiciliées avec une maison en banlieue, un char, un chien, un mari. Et elles ne vont pas du tout se retrouver là-dedans. Les services sont très restreints. Il va y avoir beaucoup de services qui sont offerts par les infirmières dans les hôpitaux, auxquels la population itinérante ne fait pas toujours confiance. Il y a beaucoup de barrières aussi d'accès à ça. Par exemple, il y a beaucoup de services téléphoniques
pas tout le monde a un sel. Donc, ça crée des situations où il y a vraiment une barrière entre les personnes itinérantes, les réseaux, les ressources. Et parfois, ça finit dans les nouvelles. Comme je ne sais pas si vous avez entendu parler en 2023 de la femme en situation d'itinérance qui a accouché dans un boisé parce qu'elle avait peur, en fait, des ressources médicales. Donc, c'est quoi les stratégies qui sont employées par les femmes dans ces situations-là? Habituellement, on va voir dans la littérature qu'il y a une interruption de grossesse autoprovoquée. En passant dans les bulles, c'est des citations qui peuvent être assez choquantes. Donc, si vous ne voulez pas les lire, libre à vous. Moi, je les mets là, mais je ne les lirai pas. Donc, elles vont avoir recours à des méthodes dangereuses pour provoquer leur arrêt de grossesse. Utiliser excessivement de la drogue, vraiment, dans le but d'induire une fausse couche, c'est ce qu'elles nomment. Puis, avoir recours à la violence. Donc, typiquement, elles vont demander à quelqu'un de les frapper jusqu'à ce que ça saigne. C'est ce qui est dénoté. Ensuite, ce qu'on constate, c'est que l'expérience de deuil périnatal, elle est vraiment amplifiée par la précarité résidentielle. Donc, c'est exacerbé par l'instabilité, les difficultés qui sont inhérentes à la situation d'itinérance, comme le manque de soutien social, les enjeux de santé mentale, les traumas multiples, ainsi que les barrières d'accès aux services de santé et de santé psychologique, qui sont d'ailleurs toutes des facteurs de risque pour un deuil pathologique. Évidemment, il y a aussi des obstacles spécifiques qui viennent avec le fait d'être perçu en premier et avant tout comme une personne itinérante, avant même d'être perçue comme une femme en deuil. Donc, on va parler de la stigmatisation, évidemment. Puis, parfois, ce qui va arriver, c'est que les enfants, lorsque la grossesse est menée à terme et qu'il y a un accouchement dans un hôpital, par exemple, l'enfant, il va être placé 4 heures après la naissance. Donc là, il y a le deuil de l'enfant souhaité qui vient, ce qui emmène vraiment une crainte du système et qui emmène des femmes à vouloir ne pas accoucher dans les institutions et s'assurer qu'aucun médecin n'est au courant qu'elle est enceinte. Donc, il va y avoir aussi un manque de reconnaissance de leur expérience de deuil par la société, les dirigeants, les ressources, la population. On va souvent dire « Ouais, mais tu sais, t'es dans la rue, donc c'était peut-être une bonne chose finalement que tu as une fausse couche parce que c'était pas le bon moment pour toi. » Donc, on vient vraiment invalider l'expérience de deuil, un peu dédramatiser, on va essayer de dire quelque chose, mais finalement, ça a l'effet contraire parce que ces femmes-là se sentent entendues et comprises nulle part. Puis, justement, ça va être invisibilisé, négligé. Donc, qu'est-ce que moi j'essaye de faire? En fait, j'essaye d'explorer cette réalité-là en deux sens. Premièrement, en regardant quel est le sens accordé à l'expérience de deuil périnatal des femmes en situation d'itinérance à Montréal et leur trajectoire dans les services entourant le deuil, mais aussi c'est quoi les expériences d'intervention auprès de cette population des intervenants? Parce que jusqu'à maintenant, ce que j'entends, c'est on a fait beaucoup d'essais-erreurs, puis on a trouvé des choses qui marchent. Il n'y a pas de guide de pratique, il n'y a pas de piste d'intervention. Puis quand on travaille en itinérance, on est expert de ça, mais pas du deuil. Et quand on travaille en deuil, on est expert de ça et pas de l'itinérance. Donc justement, là, ça a mené à du essai-erreur qui parfois fait en sorte que comme des experts incroyables qui sont dans leur organisme, mais qu'on pourrait justement mettre ensemble autour d'une table pour créer un guide de pratique. Donc, ce que je vais tenter de faire, c'est justement des entrevues semi-dirigées avec des femmes en situation d'itinérance, ainsi qu'un groupe de discussion avec les intervenants du réseau communautaire et analyser tout ça avec une analyse phénoménologique interprétative, vraiment tough à dire. Et évidemment, avec une approche intersectionnelle, donc parce que les femmes qui sont en situation d'itinérance ou à risque de l'être vont vivre des oppressions multiples par la pauvreté, la marginalisation, la stigmatisation qui est liée au genre et à la santé reproductive, et par le fait que l'intersectionnalité, ça va me permettre de comprendre comment ces oppressions vont s'entrelacer et exacerber les expériences de deuil d'un point de vue plus théorique. Donc voilà, donc comme je suis au début, je vous invite à me donner des conseils si vous n'avez pas de questions. Merci beaucoup pour votre écoute.